Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous l'avez vu, nous sommes partis pour une nouvelle émission ici au Parlement européen. Si vous avez vu nos précédentes émissions, vous connaissez le concept. Nous interrogeons des députés européens sur des sujets qui concernent les jeunes. Alors, pourquoi le fait-on ? Eh bien, vous savez peut-être, mais ici, fin d'année scolaire, en juin, vous devrez voter. Et pour la première fois depuis toujours, les 16-18 ans devront voter également. Ça fait donc beaucoup de personnes à avertir sur la politique. Les jeunes doivent comprendre quels sont les enjeux qu'ils peuvent influencer grâce à leur vote. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, ici, sur un sujet assez complexe. Nous l'avons déjà fait sur l'emploi, sur l'écologie, sur la migration. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui n'évoque pas grand-chose à beaucoup de monde. Il s'agit des affaires étrangères. Et nous sommes là aujourd'hui pour vulgariser tout ça et vous expliquer en quoi c'est important. Alors pourquoi je dis nous ? Je suis accompagné de deux personnes aujourd'hui. Il s'agit d'Héloïse et Corentin. Héloïse Vanet, comment tu vas ? Je vais super bien, merci. Et toi ? Ça va super. Écoute, toi, tu es plutôt dans le sens, Héloïse va plutôt aller chercher les inquiétudes des jeunes, les enjeux que les jeunes sont proches, les enjeux dont les jeunes sont proches, et vont demander un petit peu comment la politique peut régler ces soucis-là. De l'autre côté, nous avons Corentin Melchior. Corentin, comment tu vas ? Très bien, merci. Corentin, toi, c'est plutôt dans l'autre sens que tu vas aller. Tu vas plutôt prendre la politique et voir comment la politique s'intéresse aux jeunes avec des questions plus pointues. J'ai aussi une invitée aujourd'hui sur le plateau. Il s'agit d'une invitée de marque qui va pouvoir nous parler des affaires étrangères. Il s'agit de Marie Arena. Bonjour Marie Arena. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes contente de participer ici à une émission qui est organisée par des visages un peu plus jeunes ? J'imagine que ceux que vous avez l'habitude de voir, évidemment pour les jeunes aussi qui nous regardent. Bien sûr, moi je suis toujours contente de dialoguer avec l'ensemble des citoyens européens et les jeunes constituent une part importante. Et c'est surtout, j'ai pas envie de dire c'est l'avenir de l'Europe, c'est l'Europe. Et donc je pense qu'avoir ce dialogue, comprendre avec les jeunes quels sont les enjeux. J'ai beaucoup rencontré les gens qui ont manifesté pour le climat par exemple et c'était vivifiant pour nous ici dans la maison de pouvoir recevoir un certain nombre de messages. Peut-être que les personnes ne savent pas qui vous êtes et pour vous présenter, en fait, nous fonctionnons toujours de la même façon pour que nos invités soient sur le même pied d'égalité. Nous faisons un petit texte à trous que vous devez compléter. Donc, je lis le début de la phrase en jeu, comme si j'étais vous, et vous le complétez avec quelques mots à peine. Alors, le premier, évidemment, c'est assez simple. Je m'appelle Marie Arena. Au Parlement européen, ma fonction actuelle, c'est... Je travaille dans deux commissions, la commission droits de l'homme, la commission qui dépend de la commission affaires étrangères, mais je travaille aussi dans la commission environnement et santé. Je suis député Depuis 2014 ici au Parlement européen. Et mon parti au sein de l'Union européenne, c'est... C'est le groupe socialiste et démocrate. Si vous deviez résumer son orientation politique, ce serait... Alors c'est une orientation, alors aujourd'hui à l'intérieur du groupe socialiste et démocrate, je suis plutôt à gauche du groupe socialiste et démocrate. Et le groupe socialiste et démocrate, c'est un groupe qui se situe dans l'échiquier politique au centre-gauche. Mon parti et moi, nous luttons particulièrement pour et contre. Alors mon parti et moi ici au sein de l'Union européenne, je travaille beaucoup sur la question de la réduction des pesticides par exemple et donc je pense que c'est vraiment un enjeu important. C'est non seulement un enjeu de santé publique mais c'est aussi un enjeu de droit, c'est-à-dire que chaque individu a le droit de manger sainement, d'avoir accès à de la nourriture qui lui fait du bien et non pas de la nourriture qui le détruit et aussi des agriculteurs qui ont le droit de ne pas être intoxiqués. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. En tant que députée européenne, je suis aussi contre les politiques aujourd'hui qui s'installent sur la question migratoire, c'est-à-dire de constituer l'Europe comme une Europe forteresse. L'Europe, c'est pas ça. L'Europe a toujours été un carrefour des civilisations et on doit le rester. Et c'est la logique aussi de la politique étrangère. Et justement, si aujourd'hui, je pouvais voter une directive, donc plus ou moins une loi, elle porterait sur... Alors si je devais voter une directive aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la question de la réduction des pesticides. Et dans le cadre de cette émission, ici, il y a une question qui est vachement importante, c'est la place de la jeunesse dans l'Union européenne et en politique européenne, c'est laquelle ? La place de la jeunesse, elle est là à plusieurs titres. Un, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des citoyens qui aujourd'hui sont actifs dans la société. Deux, ils doivent être beaucoup plus présents en termes de représentation au Parlement européen. La moyenne d'âge au Parlement européen est assez élevée. Et donc, on doit garantir que dans nos listes politiques, on puisse avoir des jeunes
qui viennent avec leurs préoccupations, mais aussi leur expertise. On parlait beaucoup de l'intelligence artificielle. Je pense que beaucoup de jeunes sont beaucoup plus au courant des mécanismes de nouvelles technologies et aussi de philosophie autour de la nouvelle technologie. Et donc, on devrait les avoir beaucoup plus avec nous dans ces évolutions aujourd'hui de défis européens. On l'a dit, aujourd'hui, on parle d'affaires étrangères, mais les affaires étrangères, c'est quoi? C'est deux termes qui paraissent assez simples, pourtant on ne sait pas vers quoi ça renvoie. Et pour ça, Corentin va nous aider à définir quelques termes. Corentin, c'est quoi les affaires étrangères? Tout à fait, Robin, il est important de définir les termes que nous allons utiliser durant toute cette émission. Alors l'expression affaires étrangères, également appelée affaires extérieures, eh bien, ça recouvre une réalité assez large. En effet, on peut tenter de le résumer comme étant l'ensemble des activités relatives à la politique étrangère d'un État ou bien d'une organisation dite supranationale, comme l'Union européenne qui regroupe plusieurs pays. Autrement dit, il s'agit tout simplement de la politique extérieure d'un pays ou d'un groupement de pays. Tu dis politique extérieure, en fait, on a l'impression que c'est deux synonymes d'affaires étrangères. C'est quoi la politique extérieure? De façon simplifiée, la politique extérieure, ça signifie la politique d'un État ou d'un groupement d'États, donc comme l'Europe, envers un ou plusieurs pays qualifiés d'étrangers. Exemple, la France utilise l'arme nucléaire comme arme dissuasive pour des pays tiers. Vous le voyez, les termes sont compliqués, on va donc essayer à chaque fois de les définir, ainsi que mettre le contexte de nos questions. Merci Corentin, effectivement, ce n'est pas le sujet le plus simple et c'est pour ça qu'ici on va essayer de vulgariser, d'expliquer tout avec un contexte et beaucoup de détails. Et je vous invite, si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, à nous l'inscrire en commentaire, nous y répondrons de la manière la plus claire possible. Alors Maria-Reina, est-ce que vous êtes prête à rentrer maintenant dans cette interview de votre part? Bien sûr. Super, on va commencer par Héloïse qui a été chercher quelques témoignages de jeunes. Oui, donc ici, le but de cette rubrique, ça va vraiment être de lire différents témoignages de jeunes. J'ai sélectionné 2 extraits de textes qui sont disponibles sur notre site scanner.be. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, on anime des ateliers d'écriture. On invite les jeunes vraiment à parler de leur ressenti, de leur vécu. Et donc, ensuite, on publie ces textes sur notre site. Je vais commencer par un extrait de texte qui est celui de Lali, 17 ans, qui parle du travail forcé des Ouïghours. Donc une minorité majoritairement musulmane vivant dans une province nord-ouest de la Chine. Des millions de Ouïghours sont internés de force dans des camps de travail où ils doivent travailler dans des conditions parfois déplorables. Lali dit « Malgré les campagnes et les manifestations, la Chine n'a rien fait pour démanteler les camps. Je pense que si plusieurs nations s'alliaient pour faire bouger les choses, on pourrait peut-être y arriver. C'est sûr que c'est plus facile de fermer les yeux et de faire comme si on n'était pas au courant. Mais si c'était notre famille, on remuerait ciel et terre pour que ça s'arrête. » Sachant que l'Union européenne est censée respecter la démocratie et les droits de l'homme dans ses relations extérieures, comment peut-on expliquer que l'Europe importe encore des vêtements qui proviennent de ces camps de travail forcé ? Alors, tout d'abord, merci pour ce témoignage. Je pense que c'est important. On a souvent l'impression que les affaires étrangères n'intéressent pas les gens et au contraire, on se rend compte que la question des droits de l'homme est une des premières questions qui vient dans les préoccupations des citoyens européens. Alors, on a dans les traités européens, effectivement dans l'article 2 du traité, qui dit la question des droits de l'homme est vraiment, ce sont les valeurs auxquelles l'Union européenne adhère. Et elle doit non seulement les respecter à l'intérieur de l'Union européenne, et là, elle n'a pas le choix. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller à la Cour de justice européenne quand on ne respecte pas les valeurs de l'Union européenne à l'intérieur. Mais quand il s'agit des relations avec l'extérieur, les traités disent que l'Union européenne doit promouvoir les valeurs droits de l'homme. Et donc, il n'y a pas, bien entendu, une obligation du pays avec lequel elle travaille d'être parfaitement aligné sur la question des droits de l'homme. Sinon, il y aurait peu de pays avec lesquels nous travaillerions. Parce qu'il y a très peu de pays aujourd'hui qui sont dans les standards droits de l'homme tels qu'ils sont appliqués aujourd'hui au niveau européen. Mais en tout cas, on doit utiliser tous nos outils pour faire en sorte que ce pays tende vers les valeurs droits de l'homme universelles. Et donc, on a un certain nombre d'outils aujourd'hui qu'on peut utiliser. C'est la diplomatie avec un pays tiers, c'est-à-dire de pouvoir dialoguer. On a ce qu'on appelle les dialogues droits de l'homme avec tous les pays avec lesquels nous travaillons aujourd'hui dans le monde. Mais c'est de la diplomatie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outil de sanction à l'égard d'un pays quand finalement il décide de ne rien faire là-dessus. Et donc on a un deuxième outil qui est un outil commercial, et je pense que vous faites référence à ça en disant mais est-ce qu'on ne devrait pas interdire des produits qui sont effectivement produits dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme ?
Alors c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau du Parlement européen, c'est de travailler sur une loi qui s'appelle la responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire que pour pouvoir revenir sur le territoire européen avec un produit à l'étranger, eh bien, elle doit garantir un certain nombre de standards. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra, à l'avenir, interdire non pas tous les produits chinois, mais en tout cas les produits de Chine qui auraient été produits avec une violation grave, effectivement, des droits de l'homme. Donc ça, c'est un règlement sur lequel on est en train de travailler au niveau européen. Je dois vous avouer que ce n'est pas facile, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas envie qu'on arrête le commerce sous prétexte qu'il y a violation des droits de l'homme. Et donc, c'est vraiment une négociation importante. Merci pour votre réponse. Je vous propose ici d'écouter un deuxième témoignage, celui de Bruno, 26 ans. Bruno est révolté par les guerres. Il dit « Les citoyens comprennent la situation. Ils manifestent leur ras-le-bol en pleine rue. Chaque jour, les carnages sont insupportables à voir. Les dirigeants de pays tels que la Russie doivent être jugés au plus vite, pour crimes contre l'humanité, pour leurs méthodes génocidaires et pour leur cœur de pierre. Nous savons que l'Union européenne a pris des mesures économiques afin de réprimander les actes envers la Russie, envers les actes de la Russie envers l'Ukraine. L'Union européenne a notamment imposé un certain nombre de restrictions au niveau de l'importation et de l'exportation. Sauf que ces mesures impactent les citoyens russes. Et donc, ne pensez-vous pas, comme Bruno, qu'il serait peut-être plus envisageable de faire des mesures à l'encontre des dirigeants plutôt que des mesures qui impactent les citoyens? Alors c'est complexe, effectivement, et je partage effectivement ce qui vient d'être dit. On a d'ailleurs beaucoup travaillé sur la question de la Cour pénale internationale en ce qui concerne les crimes de guerre. Et donc, encore une fois, on a des instruments internationaux qui permettent de juger. Et comme dans un pays, comme dans un état de droit, on doit faire confiance dans la justice pour pouvoir juger, il ne nous appartient pas à nous, citoyens ou députés, de faire le jugement. Il faut qu'on s'en réfère à des institutions dans lesquelles nous avons confiance, qui sont des institutions ou nationales, ou européennes, ou supranationales, internationales, pour mener à bien ces jugements. C'est la Cour pénale internationale, par exemple. Mais il y a aussi des mécanismes qu'on doit mettre en place pour aider la Cour pénale internationale. Par exemple, toutes les enquêtes qui sont menées, tous les éléments de preuve qui doivent être donnés à la Cour pour pouvoir faire son jugement correctement. Donc ça, l'Union européenne soutient toutes les dynamiques qui sont des dynamiques de lutte contre l'impunité et il faut que les cours fassent leur travail. Nous avons aussi des sanctions ciblées, c'est-à-dire des sanctions à l'égard des oligarques. Il y a des noms, des personnes identifiées comme étant des personnes qui doivent être sanctionnées parce qu'elles ont été à l'origine de crimes et de violations graves des droits de l'homme. Et puis, il y a les sanctions pays, c'est-à-dire que quand tout cela ne fonctionne pas, parce que ça prend du temps, la Cour pénale internationale, c'est un jugement. Les sanctions, vous pouvez sanctionner un oligarque, mais qui va aller sur un autre territoire et qui finalement va très bien s'en sortir. Et donc, il peut aussi y avoir des sanctions pays, c'est-à-dire qu'ils vont venir asphyxier ce qui finance la guerre. Parce que la guerre, ça a un coût, ça a un prix. Et donc, si vous venez asphyxier la manière dont Poutine, par exemple, aujourd'hui en Russie, paye ses armes, alimente sa guerre, eh bien, c'est aussi une manière d'arrêter cette guerre. Alors, je comprends que ça pose problème à des Russes qui n'ont rien à voir avec cette guerre, évidemment, mais parfois, on n'a pas d'autre solution que de le faire de cette manière-là. Héloïse, tu viens de nous partager des témoignages de jeunes. On l'a dit, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les affaires étrangères, même si on ne sait pas vraiment vers quoi ça renvoie. Maintenant, on a une idée un peu plus claire, notamment ici avec la Russie et l'Ukraine. Maintenant, Corentin, toi, tu as été chercher un témoignage un peu précis puisqu'il s'agit d'une déclaration publique. Tout à fait. Alors, Marie-Réna, pour cette rubrique, on a l'habitude de lire une déclaration d'une personnalité publique, qu'elle soit politique ou non, afin de connaître l'avis de notre invité sur le sujet. Alors pour cette 4e émission donc sur le thème des affaires étrangères, on va quand même donner un petit peu de contexte avant d'attaquer les déclarations. En effet, depuis le 7 octobre 2023 et suite à l'attaque des forces armées du Hamas, Israël bombarde de façon continue la bande de Gaza et commet de graves exactions. Face à cette situation, l'Afrique du Sud a décidé de réagir en saisissant la Cour internationale de justice, qui est l'organe de justice de l'ONU, et ce pour des faits génocidaires. Après leur plaidoirie, la délégation sud-africaine exprimait ceci dans les médias, dans les journaux.
nous avons observé des progrès et des inculpations beaucoup plus rapides dans l'enquête sur l'Ukraine que dans l'enquête sur l'État de Palestine, où la situation est en cours depuis longtemps, nous dit Ronald Lamola, ministre sud-africain de la Justice, ou encore la Cour internationale de justice ne sert pas les intérêts de tous, mais seulement de certains, nous dit le secrétaire général de l'ANC, qui est le parti dirigeant actuellement l'Afrique du Sud. Donc j'ai plusieurs questions, mais on va aller étape par étape. Notamment, et la première, quand on lit ces déclarations, on sent une certaine colère de la part des représentants sud-africains qui accusent l'Occident de choisir, dont l'Europe, de choisir un peu ses combats et accusent cette Cour internationale de justice de ne pas traiter toutes les demandes de la même façon. Est-ce que l'Union européenne n'a pas failli, entre guillemets, à son objectif de contribuer à la paix entre les peuples en ne se joignant pas à la démarche de l'Afrique du Sud ? Moi, personnellement, j'étais plutôt favorable à la démarche de l'Afrique du Sud. Les critiques qui avaient été formulées par rapport à cette démarche, c'est que l'Afrique du Sud avait essentiellement axé son interrogation, sa question à la Cour, basée sur la question du génocide. Vous savez qu'en Europe, quand on parle de la question du génocide, il y a des sensibilités très très fortes parce qu'on a été malheureusement un territoire où le génocide juif a été perpétré. Et donc il y a une réaction, une sensibilité européenne quand on travaille sur la question génocidaire qui est très liée à notre histoire, quelque part. Mais moi, personnellement, je pense qu'on doit non pas oublier notre histoire, et notre histoire est grave par rapport aux actes de génocide qui ont eu lieu sur la communauté juive, et pas que la communauté juive, malheureusement. Mais cette histoire ne doit pas nous enfermer dans une non-réaction par rapport à d'autres lieux dans lesquels il pourrait y avoir effectivement, je dirais, un fait de génocide. La question qui a été posée n'a pas été de dire il y a génocide. La question qui a été posée, c'est pouvez-vous analyser le risque aujourd'hui qui est encouru par rapport à, je dirais, la réponse israélienne sur Gaza. Donc il n'y avait pas de jugement qui avait été établi, c'était le point d'ancrage, le point d'entrée de la question à la Cour. Et donc moi j'étais tout à fait favorable à ce point d'entrée. Malheureusement, oui, il y a eu génocide en Europe, il y a d'autres génocides et il faut pouvoir les attaquer exactement de la même manière avec des instruments tels que la Cour. Mais justement, la Cour internationale de justice elle a déjà rendu un premier avis, donc pas sa décision finale, en disant que il fallait laisser l'aide humanitaire entrer à Gaza et qu'il fallait, je cite, prévenir et punir toute incitation génocidaire, mais elle n'a pas ordonné de cesser le feu. Alors l'Europe, elle, l'a ordonné, l'a conseillé, mais de façon justement non contraignante. Est-ce qu'en faisant ça, l'Europe ne donne pas un peu raison aux pays du Sud qui l'accusent justement de choisir ses combats ? Alors je pense qu'il nous appartient au niveau européen et à d'autres niveaux, donc on ne peut pas exiger d'Israël l'arrêt des combats. Donc c'est Israël qui ne peut qu'elle seule le décider, et elle peut elle seule décider de se mettre en travers d'un arrêt international tel que celui-là, ou de le respecter. Donc il appartient à Israël, au gouvernement israélien, de prendre sa décision, de savoir est-ce qu'elle continue ou est-ce qu'elle arrête. Elle se met en lien avec les arrêts de la Cour. Ça doit avoir des effets. Si Israël décide de ne pas respecter un arrêt de la Cour, c'est là que les pays doivent dire quelle est notre relation avec Israël. Comment change-t-on notre relation avec un pays qu'on a considéré jusque maintenant comme étant une démocratie, ce qu'on appelle un like-minded country, c'est-à-dire un pays qui pense comme nous la démocratie. Si finalement ce pays décide de se mettre à côté des principes démocratiques, alors quelle est la relation qu'on établit avec lui ? L'Union européenne a un accord d'association avec Israël, c'est-à-dire qui définit les relations que nous avons avec Israël, qui est en grande partie un accord qui considère Israël un peu comme un État membre, c'est-à-dire qu'il bénéficie de tous les avantages d'un État membre, c'est-à-dire des avantages économiques, la participation aux programmes qui sont les programmes Horizon de recherche. Donc Israël est vraiment un des meilleurs partenaires de l'Union européenne. Eh bien, si Israël se met en défaut de ces principes démocratiques, eh bien, ne peut-on pas, nous, au niveau européen, décider d'activer, de questionner l'accord d'association que nous avons avec Israël. C'est plutôt cela que nous avons la possibilité de faire. Plutôt, on ne peut pas imposer à Israël, mais en tout cas, on peut s'imposer, nous, d'autres règles quand un des pays des partenaires décide consciemment de se mettre en travers des valeurs qu'on défend. Place à votre parole maintenant, car votre parole est importante chez Scanner, étant donné que nous avons pour but d'être le relais de votre voix et de la pousser même jusqu'ici au Parlement européen. On s'est donc chargé de vous contacter sur une question bien précise.
Oui, donc ici, nous allons écouter différents questionnements de jeunes à propos des affaires étrangères et on en discutera ensemble ensuite. Bonjour, ma question concerne le génocide humanitaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. J'aimerais savoir quelle est la position de l'Europe et quelle stratégie peut-elle mettre en place face à ce conflit. Sinon, quel motif justifierait l'inaction de l'État? Et quel est le rôle de la ministre des Affaires étrangères concernant cette problématique? Comment peut-on limiter les influences d'autres pays ou groupes d'intérêt sur les institutions européennes et notamment le Parlement européen composé d'élus? Quel rôle devrait jouer l'Union européenne dans la protection et la promotion des droits de l'homme, tels que le droit de la femme, les droits du travail, l'abolition de la peine de mort dans les pays tiers? Où en est la relation entre l'Europe et le Royaume-Uni depuis le Brexit? Avez-vous peut-être une première réaction globale en écoutant ces différents jeunes? Alors c'est vraiment intéressant parce que ce sont vraiment des sujets qui m'intéressent moi particulièrement et sur lesquels j'ai travaillé depuis que j'avais leur âge. Alors c'est en même temps très vivifiant de les entendre et en même temps je me dis mais tiens finalement se poser ces questions-là, le génocide en RDC déjà en 1994, on a commencé à travailler sur ces questions-là donc ça fait 30 ans. Aujourd'hui. Et donc, je m'interpelle effectivement sur mais qu'est-ce qu'on a réussi à faire depuis 1994, depuis ce qui se passe aujourd'hui à l'est du Congo et comment l'Europe peut-elle aider à ce que ça se passe mieux. Donc je vais peut-être passer point par point. Donc par rapport à la RDC, on a voté une loi ici au Parlement européen à mon initiative qui s'appelle la loi sur les minerais des conflits. Et donc si aujourd'hui on vit ces situations d'instabilité en RDC et à l'Est en particulier, c'est à cause des conflits, c'est à cause des minerais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné que l'État n'est pas suffisamment organisé, il y a des pillages à grande échelle et ces pillages, ils ne sont pas faits pour les Congolais. Ils sont faits pour nous, parce que le coltan, 80% des utilisateurs du coltan, ils ne sont pas en Afrique. Ils sont en Europe et dans les pays occidentaux. Et donc, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est une loi de la traçabilité de ces minerais et de faire en sorte que les entreprises, depuis, je dirais, la mise sur le marché de nos téléphones, jusqu'à la mine, puissent garantir que ce qu'elles utilisent ne sont pas des minerais qui sont issus du sang. En fait. Et donc, cette loi doit être d'application, elle doit être évaluée, mais elle va dans le sens de la lutte contre les violations des droits de l'homme liées à des minerais critiques tels que le coltan. Alors, on parle de l'Afrique aujourd'hui, mais on peut parler de l'Amérique latine. Un des principaux secteurs qui induit des violations des droits de l'homme, c'est le secteur minier. Qu'ils soient en Afrique ou qu'ils soient en Amérique latine, mais aussi en Europe. On a des mines en Europe aujourd'hui qui ne respectent pas le droit environnemental ou le droit social. La deuxième question, c'était sur l'influence des pays étrangers. Alors, par rapport à ça, on est en plein dedans aujourd'hui au Parlement européen, et d'ailleurs, j'en suis une des victimes, alors à deux niveaux. J'ai été sanctionnée par le pouvoir chinois parce que effectivement nous avons débattu de toute la question des droits de l'homme et donc le mécanisme de sanction à l'égard d'un député, c'est pour faire pression non seulement sur le député, mais aussi c'est pour faire de la censure par rapport à ces députés en disant si vous êtes sanctionné, vous réfléchirez à 2 fois avant de parler de quelque chose. Et donc ça, c'était le premier acte qui a été posé de la part de la Chine. Le deuxième est à côté. Aujourd'hui, il y a un grand cas de corruption en matière d'ingérence à l'intérieur du Parlement européen. J'ai travaillé sur la question du Qatar, mais pas uniquement, sur les pays du Golfe, c'était dans le cadre de la Coupe du Monde. Et parce que j'ai travaillé sur cette question, on me dit « Ah, mais vous avez pris des propos qui n'étaient pas suffisamment critiques du Qatar, et donc sans doute vous avez été payé pour le faire. » Et donc je suis aujourd'hui en train de démontrer à la justice que pas du tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Qatar a été un des partenaires et on a travaillé avec le Qatar dans le cadre de la montée des talibans en Afghanistan. Et le Qatar était un des pays qui permettait de sortir un certain nombre de personnes de l'Afghanistan pour pouvoir trouver refuge ailleurs. Et donc on a été amené à travailler avec le Qatar sur cette question. De là à dire qu'on n'a pas demandé le respect des droits de l'homme, je trouve que c'est un pas qui n'était pas la réalité. Donc aujourd'hui, je m'explique auprès de la justice de cette situation-là. Et ça montre bien que le système européen fonctionne, c'est-à-dire qu'on vous analyse, on identifie vos positions, et si vous avez des positions qui ne tiennent pas le coup, on vous met en justice et on dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et donc ça, je pense que c'est une démonstration
du contraire de ce que les gens disent. C'est-à-dire les gens disent oui mais à l'Europe c'est des lobbies, c'est des vendus, c'est des... Ah ben non, si vous faites ça, eh bien vous êtes interrogé sur les mobiles des positions que vous avez prises. Vous devez expliquer les positions que vous avez prises pour éviter justement qu'il y ait ce type d'ingérence. Peut-être reprendre la dernière question qui était par rapport à l'Europe et le Royaume-Uni, justement, parce que l'Europe, vous le dites, fonctionne. Mais si le Royaume-Uni est sorti de l'Europe, qu'est-ce qu'il en est? Alors je trouve tout d'abord que c'est dommage que le Royaume-Uni soit sorti de l'Union européenne. Je dis bien de l'Union, il est sorti du projet politique européen. Le Royaume-Uni est toujours géographiquement dans des frontières très très proches de l'Europe et culturellement on travaille beaucoup avec le Royaume-Uni et donc c'est dommage qu'il ne fasse plus partie du projet politique européen, mais en même temps on a essayé d'établir des relations très fortes avec le Royaume-Uni pour continuer à dialoguer, à commercer. Moi, je regrette beaucoup mes partenaires et mes collègues du Royaume-Uni avec lesquels, justement, en matière de droits de l'homme, je veux dire, le Royaume-Uni a énormément travaillé sur les questions des droits de l'homme. On a énormément d'ONG droits de l'hommistes qui sont au Royaume-Uni actuellement. Et donc, je le regrette fondamentalement, mais c'est le choix des Britanniques. Et voilà. Il y a quand même eu un impact économique au niveau de l'Europe de cette sortie. Comment l'Europe gère ? Et je pense qu'il y a surtout un impact économique pour les Britanniques de leur sortie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de la pauvreté au Royaume-Uni. Les Européens ne dépendent pas du Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni était quand même un des principaux contributeurs au budget au niveau de l'Europe. Oui, mais la différence, c'est que non seulement il était contributeur, mais il en tirait beaucoup profit. Ouais. C'est-à-dire que les Européens, on est quand même 27 et on a plus facile à se réorganiser à 27 pour compenser ce que les Britanniques ne nous apportent pas que l'inverse. C'est-à-dire que les Britanniques, finalement, ils sont tout seuls et ils doivent finalement faire des partenariats avec des gens qui leur sont le plus éloignés dans le monde pour compenser ce qu'ils ont perdu d'un partenaire qui est le plus proche à la fois géographiquement mais aussi culturellement. Et donc ça leur coûte beaucoup plus cher, par exemple, d'importer des produits qui hier ils les auraient eu de l'Europe et aujourd'hui ils doivent les importer de partout dans le monde. Et donc les Britanniques ont beaucoup plus perdu malheureusement que les Européens et en particulier les Britanniques les moins riches ont beaucoup plus perdu. Vous parlez d'importer des produits, vous avez aussi parlé tantôt des minerais de sang ou des minerais de conflit, justement. En fait, on a l'habitude, après les vidéos des jeunes, d'aborder une situation précise. Et ici, c'est Héloïse qui va garder la parole pour ça. Elle a une situation précise à vous proposer et elle va vous demander de réagir justement là-dessus. Donc, vous avez déjà un peu retracé, mais donc c'est hyper intéressant. C'est ça que je voulais pointer aujourd'hui. Je voulais parler des minerais de sang, aussi appelés les minerais de conflit. Ce sont des minerais tels que l'or, l'étain ou encore le tantal, dont l'extraction et le commerce engendrent des conflits armés. Des groupes armés qui désirent obtenir le contrôle sur les mines ou sur les territoires riches en ressources s'affrontent et engendrent un grand nombre de morts. Nous pouvons parler plus particulièrement du tantal. Le tantal qui est un métal utilisé dans les condensateurs pour appareils électroniques. On en a donc tous dans nos téléphones. Le tantal est majoritairement extrait en République démocratique du Congo, on en parlait tout à l'heure, et engendre des conflits armés. Mais afin de réduire la traçabilité de ce minerai, des réseaux de contrebande s'établissent. En effet, avant d'être vendu en Europe, le tantal qui est extrait en République démocratique du Congo passe par le Rwanda. Cette transaction rend plus difficile la traçabilité de ce minerai et diminue les preuves que le tantal est un minerai de sang. Donc, il y a une loi qui est en cours, c'est ça que vous nous expliquiez. Donc, l'Europe tient quand même compte de la provenance des minerais. Alors, l'Europe tente de tenir compte de la provenance des minerais, mais il faut savoir que les process de ces minerais, très très vite, font qu'on ne peut plus identifier d'où ils viennent. Et ce qui se passe, c'est que l'Europe, depuis un certain nombre d'années, a délaissé les secteurs qui sont les secteurs industriels pour s'orienter plus vers des secteurs qui sont les secteurs du service ou de la transformation. Et donc, par exemple, on a été en pénurie de microprocesseurs en Europe parce que finalement, on laissait faire les Chinois, ou on laissait faire... Et donc, on arrive en fin de chaîne, en fin de course. Et le fait d'arriver en fin de course fait qu'on a peu d'accès à la traçabilité, vu qu'il y a tous les autres. Donc, c'est-à-dire que ceux qui achètent les minerais sont en général des entreprises qui viennent du continent asiatique et qui transforment.
Et une fois que c'est transformé, c'est très compliqué d'avoir la traçabilité. Et donc, il faut vraiment qu'on ait un système un peu comme la blockchain, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un système qui dise, sur toute la chaîne, avant de pouvoir acheter quelque chose à quelqu'un, tu dois me démontrer que. Sur toute la chaîne. Si à un moment donné, vous ne faites pas ça sur toute la chaîne, c'est impossible de le déterminer. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec la loi sur les minerais des conflits. Le problème, c'est qu'on a eu des gros industriels européens qui sont en bout de chaîne et qui n'ont absolument pas envie qu'il y ait de la transparence, parce que d'une part, ça leur demande plus de travail, et d'autre part, ça exigerait peut-être une petite augmentation de coûts et donc une diminution de leur marge. Et donc, il y a des industries européennes qui n'ont absolument pas envie de voir cette loi appliquée aujourd'hui. Et c'est la question que je pose et que j'ai posée à ces industries, mais aussi aux politiques qui ont soutenu ces industries. Que vaut la vie d'un homme, qu'elle soit en Afrique ou qu'elle soit ailleurs? Est-ce qu'à un moment donné, ça vaut bien la petite augmentation de prix ou peut-être la petite diminution de marge bénéficiaire? On l'expliquait juste avant, que juste avant l'émission, justement, on vous le disait que les réponses, on cherchait des réponses complètes pour que vous deviez expliquer aux jeunes comment ça se passe vraiment dans le monde et en politique. Et on vous avait dit justement qu'il y avait une rubrique où c'était seulement oui et non. Et c'est Corentin qui va vous soumettre cette épreuve. Tout à fait. Alors Mariana, on va faire un espèce de jeu finalement, mais un jeu quand même assez intéressant puisque je vais vous soumettre 15 questions. Vous ne pouvez répondre que par oui ou par non. Alors malgré tout, vous avez quand même un joker, on est quand même sympathique. Vous avez 2 minutes pour 15 questions, donc normalement pas de stress, mais si on fera attention à vos réponses ainsi qu'au chrono. Vous êtes prête? Oui. C'est parti. Endosser le rôle de députée européenne est un objectif de longue date pour vous? Non. Voudriez-vous incarner une autre fonction au sein de l'Europe plus tard? Non. Êtes-vous globalement satisfait des décisions prises par le Parlement européen lors de votre mandat? Joker. Il faut davantage de démocratie directe au sein de l'Europe. Oui. La Commission européenne a-t-elle trop de pouvoir sur le Parlement européen? Oui. La génération des primo-votants est-elle suffisamment armée pour faire face aux défis qui l'attendent? Non. Craignez-vous les élections de juin 2024? Oui. L'extrême droite est un danger pour l'Union européenne? Je ne crains pas les élections, je crains le résultat des élections. Le résultat. Donc ce sera oui pour les résultats. L'extrême droite est un danger pour l'Union européenne? Oui, pour tout, pas uniquement l'Union. L'Europe devrait-elle prendre des sanctions plus importantes vis-à-vis des pays membres qui ne respectent pas les directives européennes? Oui. L'Union européenne incarne-t-elle suffisamment ses principes et valeurs dans sa politique internationale? Non. L'Europe aurait dû réagir plus tôt face à la situation en Palestine? Oui. Plus que 3 questions. L'avenir de l'Union européenne passe-t-il par une plus grande indépendance vis-à-vis des États-Unis? Allez, deuxième joker, je vous l'accorde. Oui. Je vous l'accorde. L'Europe a-t-elle suffisamment soutenu l'Ukraine et la soutient-elle encore suffisamment aujourd'hui? Oui, l'Europe, oui, peut-être pas suffisamment les États membres. Pardon. Donc l'Europe de façon générale. Oui. Et en fait, dernière question, l'Europe assume-t-elle suffisamment son passé colonial? Oh non, pas du tout. Ça y est, vous pouvez de nouveau vous exprimer normalement, même si on a envie souvent de compléter pour se justifier. Ça, on peut comprendre. Mais c'est Corentin qui va quand même continuer. Alors, la politique, souvent, on dit que voilà, il y a des menteurs, etc. Ici, toi, tu vas jouer avec de la logique, quelque chose qu'on ne pourrait ne pas comprendre en politique. Et c'est ça que tu as été chercher. Donc, beaucoup de travail ici pour jouer de la contradiction et la logique dans toutes les lois qu'on peut voir au jour le jour. Tout à fait. Marie-Rana, dans cette rubrique qui s'intitule Contradiction ou logique implicite, je posais différentes questions allant du fonctionnement même de l'Union européenne à la thématique du jour qui est, pour le rappeler, donc les affaires étrangères. Alors ces questions de fond, elles ont la particularité qu'elles semblent contenir une contradiction ou du moins quelque chose de plus difficilement explicable, compréhensible pour toutes et tous. Alors vous allez voir, les questions sont assez longues parce que je vais poser le contexte, je trouve cela très important. Donc on commence directement par la première, on va exemplifier. Alors aujourd'hui, les pays du Sud, notamment les pays d'Afrique, croulent littéralement sous les dettes. Une partie provient directement de la colonisation et l'autre partie des pays une fois qu'ils étaient indépendants, directement après leur indépendance, donc après la période de décolonisation. Alors, le problème étant, c'est que ces dettes, il faut les rembourser et les intérêts ne font qu'augmenter de jour en jour. C'est un véritable cercle infernal. Alors, pour y remédier, pour finalement rembourser les dettes, ces pays du Sud vont notamment faire des coupes budgétaires dans les services publics ou encore les vendre au privé. On pense par exemple aux hôpitaux ou encore aux écoles. Et dans le même temps, l'Union européenne souhaite combattre la pauvreté, notamment donc dans les pays en voie de développement, avec ce qu'on appelle l'APD, l'aide publique au développement, donc sous forme de dons ou de prêts à ces pays dits dans le besoin. Alors,
Le problème, c'est que l'Europe accorde aussi de l'aide humanitaire pour faire parfois face à la déficience des services publics de ces États. Alors, Mère Helena, vous me voyez peut-être venir, mais finalement, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire d'avoir des pays, notamment d'Afrique, qui ont des dettes envers des pays européens et qui, dans le même temps, reçoivent de l'argent de l'Europe pour pallier finalement aux conséquences de ces dettes? Oui, donc nous on a beaucoup milité pour l'annulation de la dette d'un certain nombre de pays, avec aussi un certain nombre de contradictions parce que c'était aussi finalement donner un avantage à des pays qui auraient peut-être mal géré. Et donc c'est de dire à un pays qui a mal géré, c'est pas grave, on tourne la page, on annule la dette et on recommence. Mais en même temps, il faut qu'on ait une analyse profonde de la constitution de la dette d'un pays, d'où vient cette dette, et en fonction de l'analyse profonde de l'origine de la dette, de pouvoir avoir une annulation peut-être partielle de dette pour pouvoir donner un peu d'oxygène effectivement à un pays. Parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de pays qui ne peuvent plus investir dans l'éducation, dans la santé, juste parce qu'ils n'ont plus la capacité d'aller sur le marché financier et d'obtenir de l'argent, tout simplement. Et donc moi, je pense qu'on doit faire un screening de la dette et de mieux accompagner les pays. Parce que l'aide publique au développement, vous savez, aujourd'hui en Europe, on dépense 80 milliards d'euros sur la question de l'aide publique au développement. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc oui, bien entendu, on peut aider dans des situations humanitaires qui exigent de pouvoir intervenir, mais on n'a pas réglé avec ça la situation des pays qui aujourd'hui ne respirent plus, en clair. Et donc on doit réfléchir autrement, on doit être beaucoup plus créatif qu'on ne l'a été jusqu'à présent. Donc effectivement, peut-être de manière très brève, la question sur Joe Biden et Trump. Je vais essayer de résumer le plus possible. Donc effectivement, avec l'arrivée de Joe Biden à la tête des États-Unis en 2021, l'Europe a eu l'occasion de rétablir finalement des liens forts avec les États-Unis qui étaient parfois un peu détériorés sous l'administration Trump. Alors cependant, ces liens qui historiquement ont été très forts sont de plus en plus remis en question, notamment en raison de la politique internationale des États-Unis. Politique effectivement qui ne respecte pas toujours les droits humains, encore le droit international, voire même soutient des pays qui ne les respectent pas. On pense par exemple à la guerre en Irak ou encore au soutien aujourd'hui et actuellement inconditionnel à Israël. Et dans le même temps, l'Union européenne continue de promouvoir ce lien en disant que c'est un partenariat, je cite, transatlantique fondé sur des valeurs communes, le respect du droit international et la défense des droits de l'homme. Alors Mariana, vous voyez venir, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire justement d'avoir l'Europe qui prône justement le respect de ses droits fondamentaux, de ses droits humains, et de soutenir, d'avoir des liens forts avec un pays qui ne les respecte pas toujours? L'Europe ne les respecte pas toujours non plus. Et donc, on vit dans un monde multipolaire et on vient d'une histoire européenne qui vivait dans un monde bipolaire. C'est-à-dire avant la guerre froide, pendant la guerre froide, il y avait le monde de la démocratie et le monde antidémocratique. Aujourd'hui, on a un monde multipolaire où certains valorisent la question de la démocratie et adhèrent à ces valeurs, même en ayant quelques défauts de respect de ces valeurs. C'est le cas de l'Union européenne, c'est sans doute le cas des États-Unis et c'est le cas d'autres pays. Et puis il y a des gens qui, eux, contestent la question démocratique, qui disent non, la question démocratique, ce n'est pas notre modèle. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine et c'est le cas aussi d'autres pays. Et donc, oui, il faut continuer à travailler avec des pays tels que les États-Unis, mais non pas en disant ils font tout bien. Donc ce qu'on a eu tendance à faire dans le passé, mais aussi parce qu'on était dépendant des États-Unis, par exemple, par rapport à la défense, la question de l'OTAN. Mais c'est de dire c'est un partenaire à qui on doit avoir la possibilité de dire ça ne nous plaît pas. Mais les États-Unis doivent aussi avoir la possibilité de dire aux Européens ça ne nous plaît pas, mais de manière, je dirais, globale, on partage l'objectif des démocraties dites libérales, c'est-à-dire pluripartisme, c'est-à-dire la liberté d'expression, c'est-à-dire les élections, c'est-à-dire la justice indépendante, c'est-à-dire tout ça. À partir du moment où on partage ce cocon-là, on peut dire, mais avec ça, on n'est peut-être pas d'accord. Mais il y a des lignes sur lesquelles on est assez d'accord. Scanner, à la base, c'est un média qui fonctionne par l'écrit. On récolte énormément de textes de la part de jeunes. Et c'est donc par un texte que nous terminerons cette émission. Oui, aussi, on a parlé quand même de sujets assez lourds. On a parlé de la guerre, par exemple. Et donc, on va un peu parler de l'amour. Un texte de fin, écrit par Marie-Hortense, 30 ans, intitulé « L'amour ne serait-il pas la solution à tous les maux de la société ?» Imaginons un seul instant si tout le monde s'aimait sans discrimination de sexe, genre, race. Sans intérêt particulier. À quoi ressemblerait le monde? Vous vous croyez au paradis, n'est-ce pas? Ou pensez-vous que c'est juste un idéal? Si vous pensez que ce n'est pas possible, alors détrompez-vous. Car avec un minimum de volonté, tout peut être possible. Oh que oui! L'amour nous mène à l'harmonie, la paix, au pardon, l'empathie
et nous pousse à nous mettre à la place de l'autre. L'amour peut mettre fin à tout type d'incitation à la haine. Pourquoi revêtir un fardeau comme la haine alors que l'amour de son semblable vous remplit d'émoi, de lumière et de joie? L'amour, c'est penser collectif et non individuel. En pensant collectif, je permets à l'autre d'éviter le sans-chez-soirisme, la mendicité, etc. L'amour, comme instrument de paix, nous pousse à résoudre des conflits pacifiquement, de manière diplomatique et d'éviter la guerre. Car rien ne peut remplacer la vie. L'amour peut résoudre tous les maux si à chaque fois, nous nous posons la question de savoir, si j'étais à la place de l'autre, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me fasse? Pas besoin d'être parfait pour entendre ou pratiquer l'amour pour le bien de tous. Merci Héloïse, merci aussi à Marie-Hortense. Peut-être un dernier mot, Marie-Arena, sur ce texte. Mais c'est difficile, hein. Il est très beau ce texte et c'est vrai, on vit dans un monde où on a, je dirais plus que l'amour, on a perdu l'empathie, c'est-à-dire le souci de l'autre. Et on n'a pas de souci de l'autre si on n'aime pas l'autre. Donc je pense que c'est primordial, effectivement, je trouve ça très très beau. Merci beaucoup Marie-Arena pour cette émission. Ça vous a plu de Merci. participer à une émission par et pour les jeunes? Super, super, venez quand vous voulez. Super, on y pensera. On sera là du coup le mois prochain. Si vous aussi vous avez apprécié, on vous remercie d'avoir regardé et on vous invite aussi à suivre les prochaines émissions, à revisionner évidemment les précédentes, surtout si vous ne les avez pas encore vues. Et du coup, on sera là le mois prochain pour aborder une prochaine thématique encore aussi importante pour les jeunes, car on veut vous faire comprendre que le vote est important pour vous si vous voulez faire de votre avenir l'avenir que vous voulez. C'est important, c'est par là que vous passez pour faire des décisions. Vous devez être représenté ici en politique, non seulement au niveau de l'État, mais aussi au niveau européen. Et c'est à ça que nous servons ici pour vous expliquer et vulgariser tous les enjeux. D'ici là, portez-vous bien, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux. Normalement, on a plus ou moins tout, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, un site internet, c'est toujours scan-r.be. Vous nous retrouverez, vous aurez aussi toutes les news de l'association et vous saurez aussi peut-être en avant-première le prochain thème de l'émission. D'ici là, portez votre voix, c'est super important, portez-la très haut et on se retrouve le mois prochain. À bientôt, merci beaucoup.